remis, par exemple, chaque ancien personne qui vient de ces familles, on les a remis leur liberté et on les a remis le lopin de terre là où ils travaillent, on les a donné ça. C'est pourquoi nous, notre famille, on n'a pas de terre. Aujourd'hui, nous achetons les terres au Fouta. Mais il y a un parcelle de terre qu'on a acheté. Quand on est parti acheter, tout ce qu'on a, c'est un franc symbolique qu'on nous a demandé. Mais si tu vas avec respect, les gens, ils veulent que tu viennes habiter à côté d'eux. Vous savez ce qui s'est passé en fait? Ah ben moi, on fait quoi? C'est quoi? Mais bon, qu'au début, Manta Forma, mais nos parents, ils te prêtent chaque année, c'est pas grave, ils te demandent même pas. Donc du coup, ils ont cultivé pendant longtemps, ils savent qu'ils sont prêts. Les fils aussi savent, les arrière-fils, tout le monde le sait. Mais maintenant, c'est devenu une propriété personnelle. Et, qu'on nous a dit, c'est quoi ça? C'est pas possible, hein? Ben, il n'avait qu'à dire, toi, tu as 3 km. Si tu as 3 km, alors, c'est quoi ton problème? Et pour très longtemps, au nom de la paix, les gens ne répondaient pas. Pour pensant que ça allait se calmer. Mais on voit que ça continue. Ça continue. Surtout à l'Elouma. J'ai vu ça à l'Elouma. L'Elouma, ce problème-là, il est vraiment chaud là-bas. Même à Dalaba, c'était chaud à un moment donné. Oui, c'était manipulé aussi, la même chose. Est-ce que Lewis est en ligne? Lewis, hein, il est là. Et je pense qu'il ne dort pas là. Ah, ok. Il dit qu'il est de Kankalabé. J'allais lui poser une question. Enfin, vraiment, parce que moi, je vais dire ceux qui sont sur Djandialo là. On m'a envoyé un audio aujourd'hui, quelqu'un m'a envoyé ça. Quand on m'a 10 km encore, nous ne faut pas en dire, nous n'avons pas faut sortir de ça. Voilà. Ça se passe en famille. Voilà. En famille avec respect. Et puis même ça, on ne sait pas, je vais vous dire une chose. Quand on dit ça se passe en famille avec respect, on veut le avec respect, il n'a pas accepté. Maintenant, voilà, vous comprenez, il n'y a pas ça. On doit être clair là-dessus. La terre au Fouta Djallon se transmet par le sang et par l'argent. Partout en Guinée d'ailleurs. Par le sang et par l'argent. L'achète. Je vais vendre, tu achètes. Il n'y a pas de redistribution. Personne ne va venir faire ça au Fouta Djallon. Si j'ai 200 km, tes grands-parents ont toujours emprunté, tu empruntes. Tu rends. L'État, moi j'ai une chose que je peux accepter de l'État. De dire qu'il n'est pas acceptable que les terres restent non exploitées. Là, je pourrais accepter. Là, à ce moment, si le propriétaire ne peut pas, il peut faire des conventions, des contrats avec des familles qui n'en disposent pas suffisamment, de faire de l'agriculture, de valoriser les terres. Maintenant, M. Pitaka, je vais lancer un appel à nos parents de la Haute-Guinée, de la Basse-Guinée, de la forêt, vos enfants qui sont en train de venir dans le Fouta. Pensez créer un pagaille au Fouta, il faut leur parler. Sinon, chacun connaît l'histoire de l'autre. Chacun connaît l'histoire de l'autre. On se tait parce que c'est au nom de la paix. Il faut leur parler. Sinon, on va tous aller revivre maintenant les anciens plaies. C'est pas bien. C'est pas bien. J'ai retrouvé des choses sur la présence des peuples du Wassoulou. Hey, arrêtons, dites à Mamadi, ça là, il faut arrêter ce débat là. Non, ça là, il faut parler à nos parents. Il faut parler à nos parents, de parler à leurs enfants. C'est un avantage du gouvernement de Mamadi. Moi, ce que je vais dire, ce que je vais rajouter. Personne n'est plus peul que l'autre à Fouta. Je dis ça aussi pas à du vous. tout. Personne n'est plus foutanien que l'autre, il faut dire comme ça. Personne n'est plus foutanien que l'autre. Il y a beaucoup de communautés là-bas. Tu comprends? Il y a des peuls, il y a d'autres aussi. Mais personne n'est plus foutanien que l'autre. Pourquoi je dis Pitaka? Pour moi, c'est pas un faux débat. Les détracteurs, les personnes qui ont manipulé, qui ont à la manette de ce truc, ils ont réussi. Parce que si tu vois aujourd'hui le Moïse Gaza ou Habib Fatako osent sortir en public, parler de ça, c'est parce qu'il y a quelque chose de lourd derrière. Il y a des gens, c'est les Ousmane Gawal. Ces gens-là, t'as pas vu, ils parlent de Mamadi, c'est eux qui sont derrière ça. Ils alimentent ça. Habib Fatako, si vous écoutez ce live, Goto Oura on Poulanka Fouta. Goto Oura on Wongol pour le Fouta. C'est parce que si vous écoutez... Non, femme, on dirait. Il faut se dire la vérité. Il faut dire... Si quelqu'un ne veut pas être de Fouta ou bien ne veut pas être d'une ethnie, il faut lui laisser. Si quelqu'un te dit il n'est pas de toi, il n'est pas de toi. Ça, c'est pas forcé. Attendez, femme, on dit un peu Ngoto. On ne va pas prendre un coup à thé. On dit il est foutanien, il a la culture peul du Fouta. Si lui-même il dit qu'il n'est plus de Fouta, mais il n'est plus de Fouta. On ne va pas l'obliger. L'histoire, c'est du passé. Même dans l'islam, il y a eu des esclaves. Ça, c'est dans les années 1800, 1100, 1000, je ne sais quoi. Aujourd'hui, en 2026, il n'y a pas d'esclaves. Mon frère, arrêtez de parler de l'esclavagisme. C'est négatif. Non, comprenons. Femme dirait. Non, s'il vous plaît. C'est les captifs de guerre.
Ok. Dans toute la Guinée, il n'y a pas d'esclaves. Ça, pas seulement la Guinée, ça c'est dans le monde entier. Non, puisque nous sommes Guinéens, parlons de la Guinée. Non, il y a quelque part, jusqu'à présent, il y a des esclaves. Hein. Il y a des esclaves dans certains endroits. Maintenant, en ce qui concerne... S'il vous plaît, par exemple, ce que Moïse Gaza a fait, ce que Habib Fatako a fait, ils ont merdé. Mais ils ne représentent même pas leur famille. Pas du tout. Monsieur Ba, merci beaucoup. Ne prenons pas une minorité et que si quelqu'un fait une erreur ou bien une faute, il ne représente même pas ses autres frères. Les deux là ont merdé. Il faut qu'ils présentent leurs excuses. Excuses, oui, c'est tout. Excuses publiques. Ils ont merdé. Monsieur Mohamed, je suis d'accord avec Habib Fatako. Mais Moïse Gaza, bonjour. Ouais. Habib Fatako, quand on dit Mamadi est président, je ne suis pas d'accord. Enfin, Habib Fatako. Monsieur Mohamed, Moïse Gaza qui passe tout son temps à dénigrer la religion, qui insulte les prophètes. Qui passe tout son temps à insulter les prophètes, dénigrer l'islam, dire de n'importe quoi. Lui, c'est un fou. Lui, je ne suis pas d'accord. Lui, il n'a qu'à continuer dans son élan. Non, Monsieur Makalo, Monsieur Makalo. Lui, il fait par exprès, mais Habib, c'est Habib qui a découvert. Ce que Habib a fait est plus grave que ce que l'autre. Mais oui, surtout lui, il n'est pas lui. Ils ne sont même pas la même chose. Oui. Et puis, lui, mais c'est une dynastie au Fouta. Mais oui, le Kouyaté. De par son père, de par tout, Et c'est lui qui s'assoit sans arrière-pensée et dire ce qu'il a dit. Mais il ne représente même pas sa famille. Il a ses frères, il a des enfants, il a des neveux. Et nous, c'est que il faut que l'on responsabilise les gens. Maintenant, si toute sa famille est derrière lui, eux aussi ils vont sortir un jour. Mais pour le moment, c'est Habib qui a fauté. Et il va venir nous présenter ses excuses. On ne va pas pardonner comme ça. C'est pas possible. Écoutez, très bien. Moi, quand les gens voient mon nom, Makalo, ils pensent que c'est un surnom. Ça, c'est mon nom. Ça, c'est mon nom. C'est pas un surnom, ça. Ouais. Amamou Pitaka, mon père, fait partie des hommes les plus respectueux à son temps. Ouais. C'est que si me ben discuter, la dernière personne qui a été Lando, avant, je suis étonné. Ça a une injustice à la foot. À une injustice dans le monde entier. Et puis ça, c'est individuel. Ça, c'est individuel. Il faut que il y a de ces imbéciles, il y a de ces badauds qui disent des mots qui attaquent des personnes. On sait que ça existe. Mais venir dire qu'il y a des esclavages au Fouta, il y a des esclaves au Fouta, mais ça, c'est une insulte même. Surtout des communautés comme on fait maintenant. Ça, c'est une insulte aux communautés dialunké. Parce que ça y est, Fouta Hande, presque les plus aisés, c'est eux. Mais oui. Mais oui. On appelle ça comme ça calcule les jeunes les plus aisés, c'est les jeunes Kokambe. Oui, oui. Les fonctions publiques, fonctions privées. Kokambe, des belles constructions Kokambe. Par exemple, moi, mon meilleur ami, il est Kanté. Son papa, il fait partie des hommes les plus respectés et les plus aisés de ce quartier. Toutes ces sœurs, même mon frère a épousé sa sœur. Voilà. Et ma maman, elle est de Fugumba, elle est syrianké. Yo yimbe ben yal tu es des pénales. Oui. Peter Kassi, il y a une injustice, on va lutter contre ça. Maintenant, posez-vous la question. Donnez-nous une famille où il y a ça. Mais parce que ça n'existe pas. C'est simple. On les pose la question, il n'y a pas de problème. Donnez-nous une famille qui pratique des choses comme ça. Nous, on va aller les poursuivre. Ben, ça existe, mais où? Qui? Non, Yumi, quoi. Je te dis, sinon on est tous là unanimes d'une chose. S'il y a ça au Fouta, je vous le jure, nous serons les premiers à le combattre. Mais attendez, mais là maintenant, ça veut dire que vous les PDG là, comment vous pouvez imaginer un panafricain chargé de libérer l'Afrique puisse gouverner la Guinée pendant 26 ans et laisser subsister l'esclavage? Mais vous là, franchement, vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Comment est-ce que vous pouvez savoir que cela il se fout pendant 26 ans, panafricain reconnu? Il n'arrive pas à libérer des esclaves en Guinée. Mais vous là, c'est-à-dire, il faut arrêter. Il faut arrêter. Parce que c'est bien ce que vous dites. Rien. Et puis, allez voir dans la jeunesse révolutionnaire ce que le camarade a fait à un moment. Moi, je m'appelle Aboumoli parce que nous, on fait partie des familles dont les parents, ceux qui dirigeaient avant que le camarade dit toutes les chefferies, allez dehors, tout le monde est. Vous comprenez? Il y avait des chefferies encore, il y avait. Mais après, nous, nos parents sont devenus
qu'on appelait ici des bourgeois déflatés, tu vois. Ils n'avaient rien. Donc, de temps en temps, c'est qu'il y avait des roundés là. Le camarade les nommait comme, je ne sais pas comment, responsable de cercle. C'est celui qui était de roundé là, qui avant venait travailler à Miss de là-bas pour nos parents et tout. Et maintenant, non, c'est pas ça. C'est lui qui vient le réveiller pour aller à la réunion de vendredi pour la réunion du PDG. Mais oui, il met. Tu comprends? Il a fait ça, tout ça. Ça existait, c'était pour humilier les gens. Il n'a même pas pris les familles des gens, il y a eu des choses, ça sert à rien d'expliquer. Il y a eu des humiliations, hein. C'était tout ça, c'était vraiment pour dire, voilà, maintenant, c'est celui que vous pensez hier, c'est eux qui sont là. Et dans la milice, la plupart, c'était eux qui accompagnaient la milice. Des gens qui venaient rounder ou qui appartenaient à certaines familles comme ça, ou dialoguer, qu'on mettait à la milice. Et pour humilier les familles qui viennent de Misside, notamment, les familles, nous, notamment nos familles qui étaient des familles qui avaient le pouvoir avant que tout ça ne s'effondre, qu'on dise à le dégager. Maintenant, c'est fini, les blancs sont là, c'est fini. Vous comprenez? Ça s'est passé. Mes camarades ne vont pas rester pendant 26 ans et laisser l'esclavage. Là, ça a compté, le président Alpha Condé, tout cela. Mais à un moment donné, moi, je vous dis, hein, ce qui m'inquiète, c'est vraiment je comprends. C'est pour cette raison que moi, Boys Gaza, je m'en fous. Pour moi, Orlando, pardon, moi, je suis arrivé au Hala, quand on ne passe même pas ça. Musique, il m'a fait fou les gens, tout ça. Qui écoute ça, Musique, comme ça. Ande aujourd'hui, ça wadi live. So fala imer ko pula on hala on bawala. Même quand il s'adresse aux gens, même quand il rêve en poulard. Donc lui, ce qu'il dit là, c'est le désert qui a cogné sa tête. Pour moi, ça sert à rien de... Franchement, il faut l'oublier. Il y a le dire pardon. Et puis, il sait qu'il a merdé. Et puis, l'autre aussi. Et puis, on continue. Vraiment, moi, ça sert à rien d'aller loin. Parce que, j'ai vu aussi, en Suisse là. Mesbari, quand Kamiani monte tout ça là, j'ai écouté ce qu'il a dit, des choses qui font mal, je comprends. Mais vraiment, nous, dans Mesbari, il faut qu'est-ce qu'on débat. Au débat, moi, il y en a. Moi j'ai dit, c'est simple, Pitaka. Undo, c'est quelque chose de très simple. Mais il y a un de simple au Tudundo. Si vous connaissez des haines liées au foot, là où ça se pratique, montrez-nous. Envoyez des preuves. Nous tous, on est si même Moïse Gaza ko si domaine ko ya to ko si domaine mo no Mesbari ko si domaine e o yakari wondo menas ko Mozambique on to kan kan to fube Pitaka on fa mal do ko politique ni Pitaka ko politique be yobe de be enflamma dundo fio jamaa on hinno dundo c'est la ficelle. Ouais, c'est ça. Donc, il Habib Ali aujourd'hui que Oli Moïse Pitaka, c'est des gens qu'on a contactés, qu'on a donné de l'argent, venez parler parce qu'on veut que réellement tout le monde se concentre sur ça. C'est ça. Ouais. C'est une diversion, je dis ça dès le début, Pitaka. C'est une diversion. Et puis on tombe dans les pièges. Je ne sais pas si vous avez écouté El Ajalseni. Les gens ont critiqué son intervention. Mais pour moi, laissons-le gérer. C'est-à-dire que ça, son travail. Il a bien parlé. Franchement, j'ai aimé. Il a dit, laissez-moi faire. Johnny, ça là, c'est son domaine. La quiétude de Fouta Jalon entre les peuples, c'est pour ça qu'il est à la tête de l'organisation. À mon avis, tout ce bavardage beaucoup qu'on fait là, à un moment donné, les gens n'ont qu'à laisser la Jalseni gérer ça. Il va nous montrer si vraiment ce qu'il sait faire, s'il sait gérer ça. Même s'il est avec le CNRD, mais ça c'est une autre histoire. Il y a qu'un non nerton. Akim bébé gère. Akidem be fanken akidem maobe. Tant que godo imag to ndia futa même un problème. Il y a noko je ne sais pas à Dalaba ou à comment ils vont à Leluma. Même si Leluma, nous on va quitter à Peter, on va aller à Leluma. On va vous quitter. C'est qu'avant là, les gens n'étaient pas prêts. Les gens pensaient que c'était un vent, ça va passer. Aujourd'hui, ils n'ont qu'à se retourner. Ils n'ont qu'à se retourner encore là-bas. Entre-temps là, monsieur Makalo, ils ont des informations que honto ngena gedo fe undi fi justice. Amen. Et donc, il y a information ko honto fait une justice. Ah, mais je ne me suis pas informé sur ça, mais. Je vais monter après. Je vais monter dialogue. Mais M. Kamiso Mamed, M. Kassirundo, qui va faire là, parce que qu'on poursuit le audit. Est-ce qu'on nous y a tiré? Est-ce qu'on a un gamme? Est-ce que qu'on va comme? Combien? LCC. LCC. Voilà le vieux perdu là. C'est lui qui manipule tout ça. Mais le monsieur là a causé des dégâts. Il y a des gens qui ont perdu leur vie à cause de son passage à Dalaba. Et je pense que c'est quelque part à Télémélé aussi. Il y a eu beaucoup de sont en prison. Il y a eu beaucoup de dégâts. Il doit répondre. On dit LCC, aujourd'hui, il s'agite. Mais je vais te dire, mon petit, toi, tu es foutu.
tu es foutu. Il est sacrifié, c'est fini. Quand Mamadi Doumbouya, soit eux, ils vont s'occuper de toi, ils vont te sacrifier, pour montrer, pour prouver que voilà, cette fois-ci, ils veulent appliquer la loi, pour poursuivre les Pitaka et tous les autres là, qui parlent sur les réseaux. Ils vont dire voilà, on a puni quelqu'un de chez nous, donc on va faire les autres. Sinon, si Mamadi Doumbouya ne met pas la main sur toi, la chute de Mamadi Doumbouya, petit, tu vas faire la prison. Mais toi, tu vas faire la prison, mon petit. Tu vas faire la prison dans ce pays. C'est moi qui te promets ça. Tu vas faire la prison. C'est tout ce que tu as fait. Quand tu es allé au Fouta, là, toi et moi, on a fait un live, non? Et vous savez ce qu'il a fait? Il a fait le live là sur Fouta. Je suis allé faire un live. J'ai dit tous les gens qui soutiennent le gars là, notamment, je vais parler à l'électeur de Dr Kassori. J'ai dit, vous devez arrêter de les recevoir dans les bureaux là-bas. Matou m'a appelé. Après, la deuxième fois, c'est la deuxième fois là. La deuxième fois quand j'ai fait ça, c'est en 2021. Avant, j'avais fait ça en 2019. 2021, il a refait. Il est reparti encore à Mauritanie pour aller assister à une affaire de réunion sur l'esclavage et aller présenter la situation guinéenne. Et la situation guinéenne, c'était le cas particulier du Fouta Djallon. Il allait faire ça. J'ai fait un live. Matouma, les gens m'ont dit non, lui là, c'est un infiltré de cellule, tout ça. J'ai dit, moi, je vous écoute pas. Moi, je suis pas payé pour faire ça. Même Alpha, il sait même pas que j'existe. Je le soutiens sans connaître, il ne sait même pas. Moi, jamais compte, rien du tout. Donc, du coup, Matouma m'a invité sur son plateau pour me dire, viens Pitaka, on va régler. J'ai dit non, on va faire un live. On va pas régler ça dans le privé. On va régler ça en public, devant tout le monde. Les gens doivent comprendre ce qui se passe. Elle invite LCC et moi. Dès qu'on arrive, quand ça, les deux premiers mots, elle a compris que ça passe pas. Elle m'a fait descendre. Elle a gardé LCC. Elle a fait un live pendant 1 heure avec lui. Moi, j'étais en bas. LCC est descendu. Après, elle m'a fait remonter pour parler encore des runes de tout ça là. Et Matou faisait partie de ce truc-là. Elle fait partie. Elle et Massa Bilal. C'est eux tous qui étaient dans ce groupe-là. Tous, je connais, il y a une liste des gens qu'on avait mis dans ce dossier-là à l'époque. Maintenant, là, je sais pas. Mais en 2019, 2020, 2021, même à l'arrivée de Mamadou Doumbouya, Matou était là-dedans. Avec LCC et Kaba. Et puis, il y a un gars là, Condé là, qui va souvent sur Barry White là. Comment il s'appelle? Sergent Condé. Sergent Condé fait partie du groupe. Sergent Condé fait partie du groupe. Il y a un autre aussi qui danse salsa. Il est souvent avec nous avant. Lui aussi, c'est pas en Italie, il se trouve. Il danse souvent la salsa. Il vient aussi. Il y avait au moins 7 ou 8 parmi eux. À l'époque, dans ce groupe-là. Donc, c'est eux qui alimentaient ça. Mais comme c'est LCC qu'on avait mis devant, c'est lui qui était le plus visible dans le groupe. Mais sache que toutes les tueries, toutes les morts là, qui ont été occasionnées pendant cette période, Mamadi va tomber ici, on va t'appeler à la justice. Tu vas répondre pas seulement à ce que tu fais sur Mamadi Doumbouya. Tu vas répondre tout ce que tu fais là. Comme tu es un idiot, tu n'as pas été à l'école, tu es incapable de réfléchir avec ton propre cerveau. C'est comme ça, des pouvoirs de ce type-là se servent des idiots comme toi. Dès qu'on te voit, tu n'as même pas lu un livre. Tu n'es même pas capable de développer une réflexion. Tout ce que tu as, c'est une haine et vivre dans ces conditions-là. Mais moi, je te promets, toi, c'est comme j'ai fait à Damarosi, sur les filles qu'il a signalées en Guinée. Dès que Mamadi tombe, il va s'expliquer. Ça, je vous dis. Mais toi, c'est plus particulier encore ce qui se passe. Il y a eu des morts rapides là-bas, il y a eu des morts là-bas. Et tout ça, c'est ce que vous avez occasionné en installant ça. On vous attend. Allez-y, c'est pas qui ne souhaite pas la parole. Et puis, on va changer de sujet. Je pense qu'on va aborder un sujet plus bien, quoi. Mamadi Doumbouya. En tout cas, moi, je ne reviens plus sur ce sujet-là. J'ai voulu vraiment faire ça une bonne fois pour toutes. On avait commencé ça au début pour savoir tout ça, c'est magnifique, Diane. Voilà. Nous, au Fouta, allez-y, Amadou. Bonsoir à tout le monde. Dans notre pays, chaque jour, c'est des trucs qui s'aggravent, quoi. C'est vraiment grave, mais pourquoi ça s'enflamme du jour au lendemain? Parce que quand l'État soutient quelque chose, l'État a la force. Ils ont tous les moyens et du contribuable. Et ils garantissent l'impunité à ceux qui le font. Et ils les encouragent, ils les poussent, ils les donnent des trophées. C'est pour ça, du jour au lendemain, ne soyez pas étonnés que quelqu'un d'autre encore vienne parler. Sinon, quand j'ai écouté Habib Patako parler, je me suis dit que sa sortie, elle est une sortie ratée. Comment est-ce que lui, il peut faire une telle sortie en tant qu'une personnalité publique? Quand il atteint un certain niveau, il ne peut pas faire des sorties sans analyser les conséquences, sans avoir des spécialistes pour te dire voilà le discours que tu dois tenir par rapport à une telle situation. Si tu fais ce discours, voici l'impact que ça aura sur toi et sur ta carrière. C'est-à-dire comment est-ce qu'il peut seulement sortir? Parce qu'il se dit peut-être qu'il n'a plus besoin du public qui le soutenait depuis qu'il a révélé qu'il a soutenu pendant toutes ces années, jusqu'à toute sa carrière. Et pour lui, il a un soutien plus important que ce public-là. Et je vais dire une chose. En Guinée, les artistes, les stars, ils s'en foutent du peuple. Ils s'en foutent de la souffrance du peuple. Vous avez vu dernièrement, c'est comme Habibou. Habibou fait ça parce qu'il a quelque chose du côté du CNRD, il a la garantie, le soutien du CNRD. On lui donne tout pour l'encourager à venir faire ce qu'il a fait. Et il l'a fait, on est sorti pour montrer que vraiment on n'est pas d'avis par rapport à ce qu'il a dit qu'il ne devrait pas le faire, lui donner
lui laver, lui sermonner, lui donner, lui ramener à sa place et tout. Ok, mais vous allez voir, regardez, il y a quelqu'un qui est très discret, je le respecte sur ces points-là. Saïfon, il ne va pas tourner en Guinée jusqu'à ce qu'il va voir Saïfon dans lui. Jamais. Il ne va pas tourner, il le voit. Il ne va pas tourner sur les réseaux sociaux, tu vois la tête de Saïfon. Mais soutiens Mamadi, hein. Soutiens Mamadi. Je vais venir sur ça. Après, regarde, si le peuple souffre, regarde en Guinée, un moment on a commencé à parler, à dénoncer Orange Guinée. Quel artiste s'est levé pour nous soutenir, le combat là? Personne. Aujourd'hui, tu vois, Saïfon est ambassadeur de ce Orange Guinée là. Je souligne ça juste. Girassi aussi vient de devenir ambassadeur de ce Orange Guinée pendant que le bas peuple qui les soutient là, et il souffre avec ce Orange là. Je pense que les personnalités publiques, avant de faire des choses, ils doivent mesurer l'ampleur de ce qu'ils font. Abibou, s'il a fait une sortie ratée, il doit sortir et faire de la même façon. Il a eu le temps de venir parler, il doit faire de la même façon et venir s'excuser. Parce que le public qu'il a vexé, c'est le public là qu'il a. Si ce public qu'il a vexé là ne l'écoute pas, en tout cas personne ne va l'écouter. Donc il doit fermement pour sa carrière et pour son image venir présenter ses excuses par rapport à ses propos. Maintenant, autre chose je voulais dire. Vous savez, ce problème de terre, moi j'ai connu à un moment certaines choses à Télémélé là-bas. Mais nous, nos parents, on était très, très sages, ils ont prévu des choses à temps. Moi, on ne peut pas dire que, Pitaka, si tu as un domaine, tu prêtes à quelqu'un, imagine tu as un domaine, vous cultivez chaque 7 ans. Chaque 7 ans, vous cultivez une fois. Donc, si tu as prêté ça à quelqu'un, il a cultivé, deuxième culture, ça fait 14 ans, troisième, quatrième, s'il a fait 4 cultures et qu'il a eu des enfants qui ont 30 ans, ça veut dire que ces enfants-là, depuis qu'ils sont nés, ils ont vu leurs parents cultiver le domaine-là. Donc, et ils peuvent, après toi et après vous les parents, les enfants-là peuvent confisquer ce domaine-là, dire qu'ils ont trouvé leurs parents cultiver, c'est pour eux. Après, ça va créer des problèmes. Nous, nos parents ont anticipé les choses. Comment ils ont fait? Ils ont décidé, si je te prête le domaine l'année-là, à toi, Pitaka, la prochaine fois que ça vient, je peux te prêter, mais sans d'endroit. C'est-à-dire, ils ont été très stratégiques sur ce point-là. On n'a pas eu de difficulté. Ils changeaient d'endroit. Ils changeaient. Pour te montrer qu'on t'a prêté, l'année-là, on t'a prêté ici. L'année prochaine, si ça revient encore, on change d'endroit, on te prête ailleurs. C'est-à-dire, toujours, on va être bon envers toi, mais on ne va pas laisser des problèmes derrière nous. Je pense que ça se fait même entre toi et ton propre frère. Si tu as construit une maison, on connaît des problèmes de famille. Les gens, tu peux construire, tu es en Occident, tu construis en Guinée, et ton petit frère, tu l'amènes là-bas avec sa famille, et lui décide de ne plus quitter, de prendre ça pour lui. Et même ta propre maman s'arrête, il dit non, comme c'est ton petit frère, il faut lui oublier ça, lui donner. On connaît tous ces problèmes-là. Donc il faut que les gens, c'est-à-dire, fassent très attention par rapport à certaines choses. Maintenant, tout ce qui se fait là, on sait que c'est purement politique, et les gens qui posent ces actes-là, ils n'ont aucune confiance, ils ne pensent pas à l'avenir, ils ne pensent pas que ça peut impacter pendant 10 ans, pendant 20 ans, pendant 50 ans cette division qu'ils sont en train de créer. On n'a pas 100 000, on vient jeudi, je vous assure. On a besoin de 100 000 conséquences. Ils ne sont pas en train d'analyser les conséquences des actes qu'ils sont en train de poser. Parce que, et pour dire que c'est des intellos qui sont derrière tout ça. C'est vraiment dommage pour ce pays. C'est ce que je disais. Le pays là, il est à l'image de Toto. Mais tout ça, c'est la faute aux dirigeants. Quand Toto prend la direction d'un pays, et les petits frères de Toto désirent faire des choses comme ça, il faut s'attendre. Ce n'est pas des débats d'idées, ce n'est pas des débats pour le développement, c'est des débats comme ça. Je suis vraiment désolé pour des choses comme ça. Et je vous remercie, je vais m'inviter là. Attendez, Mamadi a été élu. Mamadi dit avoir été élu le 28 décembre. Non? 28 décembre, janvier, quand l'élection a eu lieu, jusqu'à maintenant, il n'y a pas de premier ministre. Il dit qu'il a fait une élection législative. Jusqu'à maintenant, s'il crie, il n'y a rien à voir. Rien. Papa, il a éloigné Idi Amin pour nous le donner ici en cadeau. Pour qu'on l'enfarine à Paris ici. C'est tout ce qu'il a fait quand. C'est le meilleur cadeau qu'il a pu quand même nous faire ici à Paris. Vous envoyez Idi Amin. Vraiment, allez-y, c'est pas Maréchal ou quelqu'un, on va passer au vrai sujet. À partir de mardi, là, on va revenir maintenant. Voilà, sur les vraies enquêtes. Allez, ouais. Bon, vous savez, les artistes, ils doivent se mettre à leur place. Ils sont là, ils doivent se soucier de leur carrière musicale. Et ils savent qu'ils ont un public qui les permet aujourd'hui de s'épanouir, de réaliser même des biens. Donc, ils ne tombent pas dans des pièges des gens qui cherchent à diviser pour régner. En développement personnel, il y a un principe qui dit ceci, que avant de t'exprimer, cherche à comprendre avant d'être compris.
Mais si tu ne comprends pas la situation, tu te mets dans des polémiques que tu ne maîtrises pas. Finalement, tu vas t'en sortir avec une tête basse. Donc, moi, je ne vais pas dire qu'il vienne s'excuser, mais qu'il se rende compte qu'il a dit ce qu'il ne fallait pas, quelque chose qu'il ne comprend pas aussi. Oui. Donc, s'il y a des tentations ou quoi que ce soit, qu'il se rende compte que dans notre société, il y a la moralité. Donc, il ne faut pas qu'il oublie cela. Il doit être l'Afrique. Ils ont un patrimoine aujourd'hui qui est devenu universel. Réjouir les gens, mais pas d'opposer les gens ou se mettre dans des conflits inutiles. En définitive, c'est ça. Et tous ceux qui cherchent aussi, il faut nous faire aussi, comme tu es. Il faut nous faire la liste de tous ceux qui ont participé à cet esprit de Mandeng Diallo ou autre là, parce qu'il faut qu'on sache c'est qui est qui. On fait une liste, on la prépare, on la dépose. Même pas en Guinée, mais au niveau international, on va porter plainte contre eux. Parce que s'il y a un génocide après, ou qu'il y a des problèmes, des conflits qui seront incontrôlables, ils vont subir les conséquences. Ils ne vont pas rester ici en vie, bénéficier de nos ressources. Ils envoient leur famille à l'étranger pour étudier et opposer le bas peuple. Ça ne va pas marcher. Nous veillons sur tout ce qui se passe. Et quiconque se mêle de ces problèmes futiles, il va subir les conséquences. Donc, si moi je ne le fais pas, d'autres le feront. Donc c'est ça. D'arrêter d'animer la galerie sur des futilités. On a des questions essentielles qui sont là, qui se posent. Aujourd'hui, quelle est la direction de la Guinée? Quel est l'état des lieux? Le Premier ministre, au lieu de faire des vases et vient dire que nous serons comme la Chine, mais qu'ils nous disent qu'est-ce qu'ils ont réalisé les 6 mois passés, quel est leur bilan? Donc c'est ça. En fait, si on a aujourd'hui des industries qui ne permettent pas un aménagement à la base, mais je pense que c'est du raté. Les populations de Simandou, de la Haute-Guinée, de la Guinée en général, doivent bénéficier en premier. Il faut construire des maisons, des hôpitaux, des centres sportifs, des écoles, pas seulement des écoles primaires jusqu'à l'université dans ces régions. Parce que ces régions ont besoin d'une main-d'œuvre. Et il faut qu'on ait une main-d'œuvre qualifiée pour parler de raffinage de l'or ou de quoi que ce soit. Il y a des étapes, il ne faut pas les briser. Il faut aller lentement mais sûrement. Mais par le commencement, il nous faut d'abord un régime légitime qui est de l'émanation du peuple. Une assemblée qui nous ressemble et qui nous rassemble. Ce n'est pas des arrivistes ou des poltrons qui vont, c'est-à-dire nous représenter au niveau du Parlement. Donc, ce n'est pas l'expression universelle du peuple de Guinée, ce qui se passe là. Nous sommes dans l'agonie, donc il faut qu'on sorte de là. Et nous prendrons tous les dispositifs nécessaires pour le faire. Car nous avons cette mission, nous les jeunes, nous qui parlons là maintenant, c'est notre mission. C'est ce que nous pouvons faire pour la Guinée. Mais nous ne pouvons pas asservir la Guinée, condamner les autres générations à subir des méfaits que nous avons commis, que nos prédécesseurs aussi ont commis. Donc on ne peut pas continuer dans cela. Aujourd'hui, la Guinée est endettée jusqu'au cou. Mais il ne parle pas de ces problèmes-là. On a un problème de liquidité. La justice. Un monsieur que tout le monde appréciait, avait même une admiration. Mais regardez par où il est passé aujourd'hui. Il s'est fait souiller les mains pour rien. Juste pour un poste où, je ne sais pas, des moyens pécuniaires, je ne sais même pas combien de millions il touche. Même si c'est 100 millions ou 200 millions, ça ne sert à rien. Il faut qu'on ait des valeurs. Si on parle aujourd'hui de Thomas Sankara, de Che Guevara, c'est pour des valeurs par lesquelles ils se sont battus. Ce n'est pas parce qu'ils avaient des gros cylindres ou ils avaient des villas ou des mansions. Non. Donc, Mamadi, il doit suivre la bonne ligne. L'esprit panafricain, ce qu'il fait là, ça ne ressemble pas au panafricanisme.
Pas du tout. Parce que l'Afrique, nous voulons sortir de cette autonomie occidentale. Nous voulons aller de nos propres ressources, de nos propres moyens, de nos propres idées. Mais ce qui se passe là, c'est autre chose. Et ils ne sont pas plus guinéens que nous. Si ils ont un droit, nous aussi nous avons un droit. C'est des droits naturels qui sont imprescriptibles, qui sont irrévocables. C'est ainsi. Donc ils l'acceptent. Qu'ils acceptent, qu'ils comprennent qu'ils sont dans le néant. La Guinée ne gagnera jamais dans une situation pareille. On en a vécu une expérience. 24 ans de pouvoir militaire. Et nous voulons... rapidement. C'est la fête de la Chine. Et allez-y. Voilà. Et ce que j'ai vu, j'ai dit, la Guinée peut faire la même chose. Mais pour que la Guinée fasse la même chose, il faut la rigueur, la discipline, l'organisation et l'efficacité dans ce que nous sommes en train de faire. Voilà. C'est-à-dire, il faut tout ce qui manque. Écoutez bien, Baourien. Pour que la Guinée devienne la Chine, il faut tout ce qu'on ne peut pas. Tout ce que le CND ne peut pas. Écoutez, c'est-à-dire que le gars, il a posé une condition. Il n'a pas... Mais les gens ont écouté, la Guinée sera comme la Chine. Mais écoutez les conditions qu'il donne. Ah, une minute. Ah non, non, attends, calme-toi. T'as rien vu, calme-toi, Baouri. Ah, de bavarder. Peut faire la même chose. Vous voyez, on dirait que maman dit, dès que je touche les appareils là, il me... Un instant. Voilà, c'est pour cela que parfois... Tapoter. On change de sujet, on va revenir. Pour la... Il nous reste 1h30. Voilà. Et il faut mettre le curseur dedans, tu tapes entrée, tu vas voir si ça peut marcher comme ça. Ah, je vais faire ça. Juste laisse le curseur sur l'image, tu tapes entrée. C'est ce que je fais à chaque fois. Pour se connecter. On t'entend ici. Mais pour que la Guinée fasse la même chose, il Vous entendez ici? faut la discipline, l'organisation et l'efficacité dans ce que nous sommes en train de faire. Nous avons évoqué la question de l'énergie avec le Premier ministre chinois, M. Li Qiang, pour dire que la Guinée est résolue à aller dans des réformes pour que le secteur énergétique puisse être en mesure de nous permettre de réussir le programme Simandou 2040 instruit par le président de la République. D'où ce fait, nous avons des réformes à faire et des réformes qui seront nécessaires, indispensables et qui demanderont courage, constance et fermeté. Courage, constance et fermeté. La Guinée a toujours vécu dans un modèle économique en direction de certains établissements, que ce soit EDG, que ce soit l'eau, dans une vision qui n'est plus en conformité avec l'indispensable nécessité d'assurer la permanence des services au public, à l'opinion, aux citoyens, qui ne font qu'augmenter. S'il y a 40 ans, on n'était que 4-5 millions d'habitants, avec un peu de choses, avec un peu d'activité, on peut satisfaire les besoins de cette population en eau et en électricité. Aujourd'hui, d'après le RGPH, nous sommes 17,5 millions d'habitants en République de Guinée. Nous avons l'un des projets, l'un des programmes économiques, l'un des plus ambitieux depuis que la Guinée est. La Guinée est, ce programme est vu à l'échelle mondiale comme étant une ambition extrêmement positive que la République de Guinée est en train de proposer à son pays et au reste du monde pour qu'on réussisse. Et le président en est entièrement conscient. Il nous faut nécessairement mettre sur les rails le secteur énergétique. Parce que le secteur énergétique est le baromètre de la vie politique et sociale de ce pays. N'est-ce pas, El Hadj Diaby? Vous vous souvenez? Beaucoup de difficultés. Tapoter. Des nuits sans sommeil. À tout moment, des alertes. Ça n'a pas été facile. J'en profite une fois encore pour la période de mars-avril 2024 de saluer et de remercier l'ensemble des populations guinéennes qui ont accepté, malgré toutes les difficultés, à suivre une dynamique de résilience en attendant que les choses puissent s'améliorer. Et les choses se sont améliorées. Maintenant, nous sommes devenus plus exigeants.
plus exigeante. Nous avons les comptes prépayés. Là aussi, c'était difficile. On disait que ce n'est pas possible. Monsieur le directeur général, Velar Gandobari, certains disaient que ce n'est pas possible. Nous avons commencé par la primature. Les administrations doivent payer leurs factures d'électricité. Après la primature, c'est le ministère qui a été, disons, sous ce régime. Et nous devons continuer. Toutes les administrations doivent payer leurs factures d'électricité. Toutes les administrations doivent payer leurs factures. Vous savez, depuis qu'Ambaouri a fait cette promesse, mais ce gars-là, il a quoi comme problème? Ne pas payer ça. Une administration qui ne paie pas son électricité depuis 5 ans. C'est un crime contre son propre pays et c'est un crime contre les générations actuelles et futures de la Guinée. Il faut que les gens en soient conscients. Ce n'est pas parce qu'on triche, on resquille, on fait des bypass à gauche, à droite. On est heureux de ne pas payer sa facture d'électricité. C'est un crime contre la Guinée et contre ses populations de ne pas payer sa facture d'électricité. Et cette facture est modique au regard du coup que la puissance publique est obligée de... En fait, je vais laisser les autres continuer. Vous savez, le cas de Baouri, c'est un cas d'école pathétique. Un premier ministre, normalement, vient avec des chiffres. Où sont les chiffres? Même si ce qu'il dit là, on a fait des réformes, on a mis en place des compteurs. Vous en avez mis combien? Même donne-nous les chiffres. Ça vous a rapporté combien? Ça vous a fait faire combien d'économies? Mais le gars, il vient comme ça, comme un banabana. C'est-à-dire, ce pays, c'est ça la tragédie. Comme un banabana. Payez vos électricités, hein. Ça s'est amélioré, on a des compteurs maintenant. Combien de compteurs? Et le Guinée, exigeons des chiffres. Exigeons des chiffres à ces gens-là. Le président Fakonde a pris 2 prêts auprès des banques chinoises là, pour créer 2 barrages. Et aujourd'hui, nous sommes incapables. Et imaginez, les prêts là qu'on doit rembourser là, sur Kaleta et Swapiti, font partie des déficits chaque année en Guinée. Ça fait partie du déficit. La loi, chaque année. C'est de l'ordre de plusieurs centaines de millions de dollars. Chaque année. Maintenant, qu'est-ce que vous faites avec l'argent? Qu'est-ce que vous faites avec les fonds là? On ne sait pas. Parce que c'est 0 pointé, hein. Recette de EDG, 0 pointé. Un pays, déjà là, sont arrivés. Baouri, ça fait presque 2 ans et quelques, il est à la tête. Il s'est dit, elle allait être à la tête d'une primature. 2 ans et demi. Au bout de 2 ans et demi, c'est uniquement la primature qui a réussi à payer sa facture d'électricité. Et cette fois-ci, le ministère de l'énergie. C'est les deux, hein. Et ça, c'est déclaratif, hein. Et vous connaissez les déclarations de Baouri. Je pense que ça n'étonne plus personne maintenant dans ce pays. Parce qu'il est devenu un véritable mythomane. Tout ce qu'il raconte, il dit beaucoup de vérité pour nous dire. Parce que là, si vous l'entendez bien, il faut, si on veut, il faut, rigueur. C'est-à-dire, on dirait un commentateur. Toi, tu es le premier ministre, tu vas faire des commentaires. Quelles sont les décisions que vous avez prises? Viens le présenter, on lui dit, il faut. Attends, je vais vous laisser ça, on va aller vite terminer cette torture-là. Pour assurer une desserte relativement correcte de la population. Les équipements d'aujourd'hui est un premier pas. Et je salue le montage de l'ingénierie financière qui a été mise en place pour que cela puisse être possible. Et j'en profite pour dire que dans notre logique de désendetter l'État, de ne pas compter sur le budget national de développement, qui est aussi un autre problème, ce n'est pas l'occasion d'en parler. Nous allons utiliser ce système qui permet, à travers des SPV, de permettre à des opérateurs, à des bailleurs, à des banques, lorsque l'activité peut être rentabilisée, de faire en sorte que les SPV permettent à la puissance publique de ne pas s'occuper de certains problèmes, de ne pas avoir un endettement lourd avec des conséquences qui peuvent être désastreuses à l'avenir. Voilà, privatisation des DG, c'est fini, terminé. Terminé. Baouri est très clair, hein? Sauf si vous êtes avec lui, vous voulez entendre autre chose. Les DG va être privatisé. Ça va être privatisé. Il est clair. Il n'a pas. Vous voyez, avec les yeux commencent à clignoter dans ces orbites-là. Il est très clair, hein? Très clair. Ils vont privatiser les DG. Écoutez bien, faire entrer des entreprises. C'est relativement correct pour la population. Les équipements d'aujourd'hui est un premier pas. Et je salue le montage de l'ingénierie financière qui a été mise en place pour que cela puisse être possible. Et j'en profite pour dire que dans notre logique de désendetter l'État, de ne pas compter sur le budget national de développement, qui est aussi un autre problème, ce n'est pas l'occasion d'en parler. Nous allons utiliser ce système qui permet, à travers des SPV, de permettre à des opérateurs, à des bailleurs, à des banques,
lorsque l'activité peut être rentabilisée, de faire en sorte que les SPV permettent à la puissance publique de ne pas s'occuper de certains problèmes, de ne pas avoir un endettement lourd avec des conséquences qui peuvent être désastreuses à l'avenir. Pour ne pas s'endetter, on ne gère pas un secteur aussi sensible que l'électricité. Les gens là, c'est des cons. Hein. En France, nous, l'électricité ici, je ne dirais pas c'est gratuit, hein, mais c'est presque. C'est presque. L'État surveille ça comme la prunelle de ses yeux. Des fois même, il envoie des chèques à certaines familles qui n'ont pas de possibilité. Tu payes que 4, 5 mois, 6 mois. Parce que l'État surveille, c'est pour cette raison qu'on a les centrales ici. Et les gens en disent, eux, un secteur aussi sensible, ils veulent se désengager. À travers des montages, des banques, des associations et tout ça. Maintenant, moi je veux voir comment ça va se passer. Nous allons développer cela le plus rapidement possible parce que c'est la seule manière d'avancer vite. Voilà. Parce que autrement, on va encore traîner les pieds pendant très longtemps. Donc, merci à Access Bank, merci à la Bistagui, merci aux ingénieurs financiers qui ont travaillé pour cela. D'ailleurs, même, je devrais vous pousser à aller plus loin, à travers les sociétés de leasing, n'est-ce pas, monsieur le directeur général? EDG paye des factures à des coûts prohibitifs pour assurer sa capacité d'intervention. Une société de leasing, où EDG, à terme, deviendrait, disons, propriétaire, pourquoi ne pas aller pour les obliger à payer leurs factures? Ça veut dire que dans tous les pays du monde, l'État peut aller trouver le citoyen et récupérer son dû. Dans ce pays-là, l'État dit non, moi, comme je ne peux pas récupérer, je me désengage. Non, je ne peux pas. Une société, venez, banque, venez, mettez l'argent. Je vais voir combien va coûter l'électricité dans ce pays, bientôt. Allons voir ça. Parce que ce n'est pas le moment de rentrer dans ça. Maintenant, pour les entreprises, les grandes, les petites industries, quelques industries qu'on a dans le pays, on peut discuter sur ça. Mais dans ces conditions-là, moi, je vous dis, c'est terminé. Et déjà, nous allons voir comment ils vont faire cela. Mais comment l'État nous dit, lui, il nous abandonne? Il va plus subventionner. C'est les entreprises qui vont gérer. Et puis, il dit d'aller loin. Cet homme-là, Billahi, il va adresser un bilan. Pour moi, c'est le premier ministre le plus nul qu'il y a jamais eu dans ce pays. En même temps, à mon avis aussi, le plus grand intellectuel parmi tous les premiers ministres. C'est-à-dire, le paradoxe, il est grave. Je ne sais pas pourquoi, en fait, le gap entre les compétences de cet individu, parce que comme ça, je peux faire l'appeler maintenant. Parce que moi, je le connais, moi, je l'ai fréquenté. Entre ses compétences et ce qu'il nous montre aujourd'hui, c'est une folie. Je ne sais pas ce qu'il prend Baoui. Comment on va privatiser l'énergie? Et puis, il n'a pas besoin d'énergie, il dit la SEG aussi. Écoutez bien, il faut écouter-les bien. Ils vont partir par des montages financiers, je ne sais pas si c'est des prêts, je vais vérifier. Parce que ça, c'est une vidéo qu'on m'a envoyée dans le live là même. Donc, j'ai pas vu. Peut-être mardi, on va revenir sur leur montage d'SPA là. On va aller en profondeur pour que les Guinéens comprennent ce qui arrive. Et voir aussi la dette de EDG en ce moment, par rapport au prêt qu'on a pris pour la construction des barrages. Et à côté de ça, les factures qu'on a accumulées. Pourtant, certaines, là, sortez. Les familles disent avoir payé. Les familles disent on paye. Vous dites que les familles ne payent pas. Nous, on croit à qui? Pour nous prouver le contraire, vous dites non, les entreprises n'ont qu'à récupérer EDG. Vous, c'est pas votre problème maintenant. Les Ougissa guinéens n'ont qu'à s'occuper de son énergie. Je vais finir, désolé, hein, il termine ça et puis je passe la parole. Donc, soyons très rigoureux. Voilà. Essayons de faire en sorte que dans les 3 années à venir, que la question de l'électricité soit définitivement derrière nous. Voilà. Et avec l'aide de Dieu, on peut y parvenir. Si tout le monde s'aligne sur cette vision, instruite par le président de la République, faire de la Guinée un pays prospère, un pays industrialisé, pour que nous puissions permettre à nos populations de vivre dans de meilleures conditions. Nous le pouvons. Je sais que les habitudes sont tenaces, mais avec rigueur, détermination et constance, nous y parviendrons. Félicitations à EDG, c'est un premier pas. Poursuivez. Personnellement, je serai toujours à côté de vous, comme vous le savez. Je serai encore davantage exigeant parce que je me suis rendu compte du niveau de retard que nous accumulons, les opportunités que nous parvenons pas à actualiser puisque nous n'avons pas la... Non mais imaginez des hommes qui viennent trouver un président qui fait un barrage par mandat, 5 ans, 200 et quelques, et 400, imaginez ça. Ces hommes-là arrivent, ça fait 5 ans ils sont au pouvoir, ils n'ont pas fini le barrage d'Amaria, qui aurait pu être mis en service depuis 2023.
Et ces gens-là sont à chanter, nous on achète des engins, on va faire ceci, cela, l'électricité maintenant, voilà, on va s'en débarrasser, et DG va faire des montages financiers avec le SPA, et puis abandonner les Guinéens. Mais les gens là parlent quel langage? Quel est le projet qu'ils ont pu conduire ici depuis 5 ans? Ils ont allé chercher un bateau, imaginez, on a un bateau qui nous fait 150 MW, et on a un autre bateau, pour remplacer le dépôt de Tomo. Deux bateaux turcs, avec des milliards. Chaque année, chaque mois, chaque jour pratiquement. Ils sont là, ils font des bricolages et ils viennent devant les Guinéens pour dire que tout va bien, maintenant on va se désengager. Désengagez-vous. La quantité d'électricité suffisante. Les lenteurs de certaines de nos administrations pour un projet qui devrait faire au maximum 18 mois, vous en avez pour 5 ans. D'ailleurs même, vous serez heureux de constater que le projet a pu être créé parce qu'entre-temps, il pourrait être, je ne sais pas, il peut disparaître comme par magie. La Guinée doit changer. Ce changement passera par la transformation en profondeur du secteur énergétique de la République de Guinée. Donc préparez-vous. Merci beaucoup. Mais quelqu'un qui n'arrive pas à récupérer les factures des ministères. Depuis que Baouri est là, ça fait presque 3 ans maintenant. Les seules factures que Baouri a été capable de récupérer en Guinée, c'est la primature et aussi c'est la déclaration. Et le ministère de l'Énergie, tous les autres ministères, les EPA, personne ne paye. Aucune administration ne paye l'électricité. Comment toi, tu peux nous dire que tu peux résoudre le problème électrique en Guinée? Comment tu peux trouver ça si tu n'es pas capable d'abord de payer vos factures des ministères? Allez-y, je ne sais pas qui souhaite pas la parole, mais c'est extrêmement... Le Guinéen, ce qui nous attend le lendemain, là, il sera beau à voir quand même. Allez-y, je ne sais pas qui souhaite pas la parole, là. Ok, je vais essayer de faire une décortication de notre Premier ministre. Bon, vous savez, dans ce qu'il a dit, j'ai retenu des choses. C'est comme si ces gens-là ne connaissent pas ce qu'on appelle les passes, c'est-à-dire des intermittences entre l'État et ses agences. Vous savez, nous devons d'abord nous poser la question, quelle est la nature de EDG, qui est sous la tutelle du ministère de l'Énergie, ou c'est une agence de l'État? Parce que il faut qu'ils savent quel est le cheminement qu'il faut prendre. Si EDG doit être autonome, EDG doit être responsable même de la construction des barrages. Par exemple, quand vous prenez au niveau de New York, le MTA, qui s'occupe du transport, en même temps, ils sont chargés de faire des investissements, même la réalisation des ponts, des routes, tout ce qui concerne le transport. Mais c'est une agence autonome qui n'est pas étatique. Maintenant, chez nous, l'EDG est étatique. Mais est-ce que son personnel même en son sein a cette capacité requise pour gérer l'électricité? C'est là où le bas blesse. Et si nous voulons faire aussi des barrages, le financement vient d'où? De son ministère ou de la présidence? Donc c'est un dysfonctionnement notoire qui est là. Parce qu'on ne connaît même pas la nature. Parce que s'ils s'en vont dans le domaine de privatisation, c'est comme si EDG n'est plus un organe étatique de l'État. Mais c'est une agence de l'État, mais qui est autonome, qui est indépendante, qui se finance elle-même, qui prend ses charges en main, qui n'a pas besoin même de financement de l'État proprement dit. Donc il y a une confusion. On n'est pas bien situé. Comme tu l'as dit aussi, les chiffres, ils ont installé des compteurs. Pour combien d'habitats à Conakry et à l'intérieur du pays? C'est flou. Parce qu'à partir du nombre d'habitats, et en faisant une estimation du prix de l'électricité, nous pouvons comprendre combien ça peut générer par mois, si le paiement est dû par mois. Donc, en disant aussi que les banques, comprenez une chose, une banque ne te donne pas un crédit sans intérêt. C'est pour cela, quelque part, vous l'avez entendu dire, il faut qu'ils fassent vite. C'est-à-dire, c'est comme tu l'as dit, ils veulent se débarrasser de la situation, laisser dans la main entre les banques et EDG. Mais quelle est la nature de EDG? EDG est désormais autonome ou ça relève du département de l'énergie? Point d'interrogation. C'est une société publique anonyme. Une société publique. La tutelle technique, c'est le ministère de l'énergie. La tutelle financière, maintenant, le ministère de l'économie. Oui, mais ça relève de l'État, donc. Ben oui. Ok. Et pourtant, ce n'est pas une agence indépendante. Par exemple, une agence,
même des multinationales peuvent venir dire, OK, nous allons prendre en charge l'électricité. Mais tout ce qui concerne l'électricité les revient en main. C'est-à-dire, l'État n'a même pas besoin. C'est comme Simandou. Ce qu'ils ont pu faire de Simandou, ils auraient pu faire ça pour l'électricité de Guinée. En appelant des multinationales, si eux, ils n'ont pas la capacité financière à financer les projets pour avoir proprement l'électricité, donc ils confient ça à des gens qui ont de l'argent. En ce moment, eux aussi, peut-être ils peuvent passer par les banques. Mais je vous dis, mais si c'est l'État, mais quand il dit que les départements ne payent pas les factures, mais ces départements-là ont-ils un budget autonome? Non. C'est un budget qui provient de la loi des finances. Donc c'est un budget déjà limité. Mais oui. C'est eux-mêmes qui décident là-bas de ne pas payer l'électricité. Dans leur budget, les frais d'électricité étaient inclus. Point d'interrogation. Donc où ils vont enlever l'argent pour payer? Donc pour ce faire, il y a des thématiques, des shortcuts. C'est-à-dire, on n'a pas besoin d'aller directement par la procédure qui est trop longue. Qu'est-ce qu'il faut faire? Si les départements qui relèvent de l'État, de la fonction publique, ou des ministères de finances, quel que soit, ou de la présidence, en tout cas, disons de l'État, qui doit payer l'électricité, au lieu de payer l'électricité au niveau de l'EDG, mais l'EDG aussi doit payer des redevances à l'État. Parce que sur chaque facture d'électricité, il y a le TVA qui s'applique, la taxe sur la valeur ajoutée. Donc, les montants qu'ils collectent là, ils doivent les utiliser proprement. Mais je ne comprends pas. C'est-à-dire, il y a une confusion totale. Une confusion totale. Je n'arrive pas à comprendre du tout. Qu'ils nous disent, OK, si maintenant, sur ces factures, il y a la valeur ajoutée, où va l'argent là? Déjà, les recettes d'abord de l'EDG, personne ne connaît leur destination. OK. Donc, si ces ministères-là, au lieu de décaisser de l'argent ou de passer par des fraudes, il faut dire, OK, à partir de là que vous devez nous payer cette taxe sur la valeur ajoutée, ça doit revenir dans les caisses de l'État. Donc, ce qu'on va faire, comme vous aussi, vous devez nous payer cela. Donc, en contrepartie, nous payons nos factures d'électricité à partir de là. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Là, les fonds restent intacts. Les fonds n'ont pas besoin, c'est-à-dire on n'a pas besoin de déplacer les fonds de compte en compte, parce que c'est à partir de là qu'il y a des détournements. Je vais essayer d'expliquer ça easy. Par exemple, moi je dois payer ma facture d'électricité. Je suis par exemple le département des finances. La facture est là. Mais est-ce que dans mon budget, les frais d'électricité étaient inclus? Point d'interrogation, on ne le sait pas, parce qu'ils ne se sont pas prononcés sur ça. Non, normalement, il y a une ligne, hein, on l'avait eu la dernière fois ici, c'est pas comme il est... Tu peux rechercher la loi de finance. Tu peux la rechercher. Ok. Comme c'est l'État maintenant qui est responsable de ces factures, au lieu que l'État débourse de l'argent pour donner à l'EDG, ils vont dire, OK, EDG, dans les factures que les consommateurs payent là, il y a la taxe sur la valeur ajoutée. Vous-même, vous devez payer vos taxes et impôts et autres là. Donc, au lieu que nous vous donnons de l'argent, nous faisons une déduction. Si par exemple nos factures c'est 100 000 francs guinéens, alors que vous devez nous payer 75 000 francs guinéens, on fait la différence, donc on vous fait un chèque, on met dans votre compte, à l'adresse de l'institution financière dans laquelle vous êtes enregistré. Ça peut être une banque, ou un crédit rural, ou un crédit de développement, ça dépend de la dénomination. Vous comprenez? Mais il n'y a pas cette thématique-là. C'est là où il y a la lenteur administrative. Deux fois, eux-mêmes, ils se créent des situations qu'ils n'arrivent pas à contrôler. Parce qu'il y a une dichotomie dans les processus, dans les procédures plutôt. Et pourtant, ils pouvaient passer par cela. Donc, en parlant aussi d'il il nous faut, ça veut dire que de toutes ces années, il y a ces problèmes. Et quelle est la solution? Mais la solution n'est pas d'appeler des banques à endetter EDG, parce que EDG s'endette au nom de qui? De l'État guinéen. Parce que EDG est sous la tutelle de ce même État. Donc, ouais. Je ne comprends pas. Une chose est claire. S'ils doivent changer le régime juridique de EDG, nous sommes d'accord, pourvu qu'on ait le courant. OK, nous allons faire c'est comme en Occident, aux États-Unis. Je vais prendre l'exemple de ce que je sais. Par exemple, vous avez vu les taxis et les limousines. C'est une agence de l'État qui gère cela. C'est-à-dire, c'est des privés. Ils viennent, ils disent, OK, nous signons des contrats avec l'État. Nous nous engageons à faire marcher ce département correctement et nous allons aussi faire appliquer les règlements et les lois qui sont assignés à ces activités. Par exemple, quand vous prenez TLC, tous ceux qui conduisent les taxis là le savent. C'est Taxi et Limousine Commission, mais c'est une agence qui est indépendante, qui n'est pas forcément
sous la tutelle d'un quelconque département. C'est-à-dire ils sont libres, mais ils exercent une activité, mais ils ont un rendement à faire au niveau de l'État. C'est-à-dire tout ce qui concerne la police, le respect du règlement, du trafic, c'est-à-dire, comment on appelle ça, de la routière, de la conduite, c'est eux qui sont chargés. Et c'est eux-mêmes qui ils ont leur propre police. C'est-à-dire leurs propres agents qui vont sur le terrain, les gens qui font des fraudes ou qui ne respectent pas les conduites de la route, mais ils les arrêtent, ils leur donnent des tickets. Et si c'est une infraction pénale, ils vont t'arrêter, t'enchaîner et t'envoyer en prison. Vous voyez? Et pourtant, ils sont indépendants de l'État. C'est pour cela qu'on dit l'État reçoit beaucoup de recettes à partir de ces agences. Parce que c'est des gens qui ont de l'argent, des particuliers qui viennent investir dans ces domaines pour avoir d'abord tous les moyens, c'est-à-dire comment installer leurs bureaux, les équipements qu'ils en ont besoin, les ressources humaines, toutes les ressources possibles. Mais si EDG est domicilié à la fonction publique et que la fonction publique traîne, mais comment EDG peut-il réaliser des projets de financement? Normalement, même les barrages là, ça ne doit pas être quelque chose de séparé. C'est-à-dire, l'État doit trouver des ressources en allant voir d'autres institutions ou des pays étrangers comme la Chine pour s'endetter. Non. C'est-à-dire, si EDG, c'est elle qui reçoit la collecte de tous les fonds à partir des consommateurs, mais ils doivent être en mesure de faire des projets de financement, de financer pour des barrages, de les réaliser même. Donc, c'est ce que je voulais implémenter sur ce que vous avez dit. Ouais. Tapoté, hein. En fait, le danger, je vais parler de ça par les autres, parce que le danger, j'ai essayé de vérifier un peu. Le danger, sérieusement, c'est le coût de l'électricité. Parce qu'en fait, ce qu'ils veulent faire, c'est les investisseurs qui viennent eux-mêmes aller chercher des fonds, venir investir et vendre l'électricité à EDG. C'est ça qui a été fait. Mais ça revient à la même chose, c'est-à-dire, au lieu eux-mêmes de construire une centrale solaire, c'est-à-dire aller chercher des financements ou à travers le budget national, je comprends? Passer par le budget national pour construire une centrale solaire ou une centrale thermique et après vendre l'électricité, ils disent que ça coûte cher. Ils n'ont pas les moyens pour le budget. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont permettre à certains acteurs privés de venir eux-mêmes construire les infrastructures, produire l'électricité, gérer tout et leur vendre l'électricité. Mais cette personne qui va prêter de l'argent et venir, mais cette personne-là déjà, elle fait des bénéfices. Elle fait des bénéfices sur vous. C'est-à-dire que ça va encore coûter plus cher à EDG que si EDG savait bien gérer. Enfin, j'avais vu un rapport il y a pas très longtemps. Je pense que c'était la banque de la Banque mondiale qui demandait, à l'époque, c'est au moment où il y a eu le coup d'État contre le président Fakonde. Et dans ce rapport, il faisait cas d'essayer parce que c'est trop lourd. EDG aujourd'hui, c'est à la fois la production, le transport et la commercialisation. Ils sont sur les trois segments. Donc, à un certain moment, j'avais dit, soit ils s'occupent de la production et du transport, et en ce moment, la commercialisation, ils laissent ça aux sociétés privées, ils font de la concurrence, ou alors, en tout cas, ils se désengagent quelque part. Ils s'occupent d'un segment, voilà, ils n'ont qu'à chercher lequel était le mieux pour l'État, afin de sécuriser l'approvisionnement d'électricité. Mais bon, je pense que ça a été jeté dans les tiroirs là-bas. Si c'est des particuliers qui vont se constituer en associés pour faire une corporation, d'accord. Là, ils utilisent leurs propres fonds. Mais si c'est des banques qui financent, ils ont un taux d'intérêt. Et puis si c'est un financement aussi comme ce qu'on appelle finance, c'est-à-dire c'est eux-mêmes qui payent tous les équipements, les infrastructures, qui s'occupent même du personnel, là ça devient un problème. Parce qu'au lieu de payer, la somme et plus l'intérêt, peut-être c'est le triple qu'on va payer. Mais est-ce que EDG sera en mesure, avec ce déficit qu'on a, est-ce que EDG sera en mesure de payer ces banques-là? Non. Non, c'est-à-dire, c'est pas les banques. C'est-à-dire, on ouvre. Non, il a cité des banques, hein. Il faut bien. Oui, en fait, oui. Les banques doivent prêter de l'argent aux investisseurs. C'est ce que je dis, ce prêt-là engendre un profit. C'est-à-dire, ils ont un intérêt, un taux d'intérêt d'abord sera appliqué. Ça, c'est un. Deuxièmement, ils ne vont pas le faire. Peut-être, quel est le terme? Il ne nous a pas dit le terme. Par exemple, sur le financement, l'argent qu'ils vont prêter, c'est combien de pourcents? Ces investisseurs-là doivent payer back. Mais qui sont ces investisseurs-là? On ne les connaît même pas. Donc nous voyons EDG en place parce que c'est EDG qui est le bénéficiaire. Et surtout qui est en charge de l'exploitation. Et qui récolte aussi à partir des consommateurs. Donc vous voyez, il y a une ambiguïté. C'est ce que je vous dis. Il n'y a pas une nature, c'est-à-dire simple,
de la gestion de l'électricité. C'est-à-dire, on n'est pas bien situé. Parce qu'au partir de là, il a cité les banques. Mais les banques là ne vont pas donner l'argent pour rien. S'ils te donnent 100 francs, ça veut dire que tu vas les donner peut-être 15 francs comme intérêt. Oui. Mais le coût maintenant, le coût, c'est-à-dire, est croissant ou décroissant? Le coût devient croissant. Alors qu'on a un déficit qui est là. On n'a pas pu gérer le déficit, on cherche encore à nous endetter. Et la dette là, elle est croissante. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Donc c'est comme si un jour, si ça pète, eux là, ils vont partir. Donc c'est les futures générations qui vont payer les pots cassés parce que ces banques-là qui ont déboursé leurs fonds pour faire ces investissements-là, mais même si c'est devant la justice internationale, ils vont appeler l'État. Et l'État, c'est la continuité. Quand tu es débiteur, mais ton héritier, si tu n'es pas là, tu deviens un décusus, mais c'est ton héritier qui va prendre la responsabilité de payer la dette. Et c'est ce qui va arriver à la Guinée. C'est pourquoi jusqu'à nos jours, on n'arrive pas à nous retrouver. C'est-à-dire, on brise les États. Ce qu'ils veulent faire aujourd'hui, en fait, on a l'impression que l'EDG veut se spécialiser dans la commercialisation de l'électricité. Tu comprends, en installant les compteurs prépayés, comment, voilà. Pour moi, franchement, je ne sais pas comment ils vont s'en sortir. Jusqu'à maintenant, ils n'arrivent même pas à payer leurs propres factures. Je ne sais pas. Et ça va coûter cher. Hein. Ça va coûter très cher parce que ces entreprises-là vont contacter des prêts. Elles doivent faire des bénéfices. Et la banque aussi qui accorde les prêts doit faire des bénéfices. Et il y a deux acteurs qui font des bénéfices. Celui qui contacte les prêts pour construire l'infrastructure, il doit faire les bénéfices parce qu'il doit pour l'électricité, vendre l'électricité. Et la banque qui lui a prêté les fonds pour construire l'infrastructure attend aussi des bénéfices. Donc, doublement, ça va se répercuter sur le prix de l'électricité. Yeah, donc, le coût sera élevé. Est-ce que maintenant, l'EDG ou l'État va supporter ce coût? C'est là un point d'interrogation. Parce qu'ils n'ont pas l'argent, c'est pour cela. Parce qu'ils disent que les centrales thermiques, l'électricité coûte cher. Ils disent que ça coûte cher. Attendez, maintenant, le solaire, ils disent que les centrales hydroélectriques là et les centrales thermiques coûtent cher. Selon les acteurs, hein, parce que ça dépend des lieux. Je pense qu'on va même faire ça mardi. On va essayer de travailler sur la production énergétique de la Guinée. Tous secteurs confondus, là où ils sont aujourd'hui. On va essayer de travailler sur ça. Mardi, on va travailler sur l'électricité. Et revenir sur leur programme là. C'est important qu'on travaille sur ça. C'est important qu'on parle à tout le monde. Vous allez voir dans les mois à venir, c'est exactement ce qui va se dérouler. Comme ils n'ont pas les fonds pour alimenter les centrales thermiques, ils disent non, construisez, après on paye. Mais là aussi, ils vont s'arrêter, ils ne pourront pas payer. C'est-à-dire, il vient emprunter, il vient contacter des dettes avec toi, il ne peut pas payer, il te quitte. Il dit, toi, construire les centrales, on va travailler. Après là aussi, ils vont contacter les prêts. Peut-être Baouri aussi dira un jour que le Chinois est mort. Il y a eu un peu de l'électricité. Je vais aller dire, c'est pas qui se parle la parole. Si on n'a pas les 100 000, je vous assure, on revient jeudi. Parce que nous, on prend trop de risques. Hein? On prend trop de risques. Si on ne peut pas avoir 100 000 tapotages, c'est pas sincèrement, on va venir jeudi, on revient dimanche, 2 fois par semaine. Parce qu'on est là tout 7 heures par jour, 8 heures. Allez-y, c'est pas qui se parle la parole. Je ne vois plus personne. C'est pas qui se parle. Amadou, vas-y. Ce que je voulais dire par rapport au discours de Baouri et à la privatisation des DG et tout. C'est la Guinée. Il ne peut pas venir nous donner les trucs avec des précisions parce qu'il sait, et même les membres du gouvernement, les membres du CNRD, ils seront actionnaires des EDG là. C'est-à-dire, on sait. Ils vont dire que EDG a été revendu et même vont racheter les actions. C'est-à-dire, avec l'argent détourné, ils vont réinvestir leur argent là-bas. Donc, ça, c'est quelque chose il faut bien remarquer comment ça va se passer si ça arrivait. Il verra que les actionnaires, c'est-à-dire, on va toujours les couvrir, ils seront actionnaires sur anonymat parce que commencer par le putschiste, jusqu'au dernier, chacun va investir. Ils ont l'argent. Ça, c'est ce que je voulais dire par rapport à eux. Maintenant, l'autre problème, il est venu parler des compteurs prépayés. Les compteurs que les agents de EDG eux-mêmes boycottent l'installation. C'est-à-dire, le pays là, il n'est pas prêt. Mais c'est les dirigeants qui ne sont pas prêts pour que le pays avance. Parce que, c'est des choses qu'on peut contrôler. Je dis une chose, c'est-à-dire, si tu es responsable d'une famille, tu dois connaître ce qui se passe. Tu peux faire un contrôle. Baouri, à un moment, il nous a annoncé que tout le monde va payer le courant, chaque maison va avoir fini les installations anarchiques, et chaque maison un compteur. Il a fait un bon discours quand il venait d'arriver. Mais un seul jour, Pitaka, on nous dit que la maison où est stocké les compteurs prépayés, là, que ça a pris fait. On a vu ça sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire comment, dans un pays, c'est le seul endroit où on a stocké les compteurs prépayés, là. C'est là-bas qui a pris fait. Et je vois un peu le problème de ce pays-là. Tout
Tout ça là est passé. Je ne sais pas où ils ont eu des compteurs encore, c'est venu. Les compteurs sont venus. Les mêmes agents Pitaka qui installent les compteurs, les mêmes agents boycottent ces mêmes compteurs. C'est-à-dire, on installe ton compteur de sorte que on vient, on fixe juste le compteur, on ne règle pas, on le laisse comme ça pour qu'il te surcharge, pour que juste toi tu restes dans le besoin, c'est-à-dire de les appeler pour dire que, en tout cas, la façon dont on me faisait payer, avant, j'avais une facture de 400 000 chaque 2 mois, maintenant chaque mois, je paye jusqu'à 400 000 le courant et tout est coupé. Maintenant, ils vont te dire non, tu sais, il faut qu'on vienne, tu vas donner 1 million ou des trucs comme ça pour arranger. Et ils vont venir couper quelque chose, arranger quelque chose là-bas. Ils vont venir trafiquer ton compteur. C'est-à-dire, tu vois un peu, aujourd'hui, je te dis, Pitaka, moi j'ai un compteur. Mais c'était mieux que je payais moins le courant que quand j'ai le compteur maintenant. Et pourtant, ma facture, c'était dans les 400 000 chaque 2 mois. Maintenant, la facture, tous les mois, le minimum, c'est 300 000. Pendant qu'on n'a pas le courant là. Autant d'Alva Condé, ma facture n'a jamais atteint, n'a même pas atteint 300 000. C'était 200 et quelques mille tous les 2 mois. Tous les 2 mois. Et il y avait le courant. Il faut préciser. On n'avait plus les soucis de courant. Il n'y avait pas ça. Pendant ce temps, on ne sait pas d'où le courant venait. C'est soit petit, c'est bateau, on ne sait pas, on s'en fout. Mais l'essentiel, c'est qu'il y avait le courant. Oui. Ça servait tout le monde. C'est-à-dire, s'il y avait des ruptures, peut-être c'est 30 minutes, 15 minutes, on était habitué. Mais maintenant, la Pitaka, le courant, c'est juste, ça dit 6 heures, ça part. La nuit, ça revient. Des fois, même la nuit, il n'y a même pas le courant. Imagine, mais avec ça, tu payes cher le courant. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Ils font quoi avec l'argent que les gens payent? Les gens payent le courant, mais non pas le courant. Et puis, le compteur qui a chargé là, ça va encore se vider. De la même façon, ça se vide quand il y a courant. Il y a quelque chose qui se passe dans ce pays, j'ai dit. Ça dit, Bahouri, il sait de quoi il s'agit. Il connaît les responsables là, les responsables de ce pays, Désir Pitaka, ils connaissent tout.